Votre attention! Les discours commencent. Tu me diras... Oui. Louis-Philippe, tiens-toi prêt, c'est toi... Fait comme ça. 1, 2, 3, 2, 1. Bonsoir. Bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 février 2023 et vous assistez à un quintuple lancement. Et je vais laisser immédiatement ma place à l'éditeur Louis-Philippe Hébert qui va vous parler. Merci. Oh! Voilà, l'éditeur qui parle. J'oubliais, nous sommes dans un Facebook Live. Oui. Oui, pour vrai. Très intimidé. Écoutez, on est ici parce qu'il y a cinq livres. C'est le printemps de notre poésie, c'est le printemps de la grenouillère. Et c'est surtout aux auteurs auxquels je pense, qui ont fait cette très belle fournée. Je suis un peu comme un boulanger qui regarde ses pains. Je suis absolument sidéré de voir ça. Alors, je vais leur céder la parole presque tout de suite, en fait immédiatement. Ah non, pas tout de suite, Louis-Philippe. On commençait à peine. Bon, on va écouter... Parlons de boulangerie. 2 heures maximum. Non, mais c'est parce qu'on a quand même 5 auteurs. On va les limiter à peut-être 5 minutes chacun. Ça nous fait déjà une bonne demi-heure. Alors, je vais presque tout de suite céder la parole au premier qui se présente. Et je pense que le premier qui se présente, ça va être Daniel Guénette, dont le livre est absolument extraordinaire. Il faut quand même que je vous parle de son livre, parce que c'est un être extrêmement humble. Et La Châtaigneraie, c'est un livre sur l'amitié. C'est un hommage à cette personne extraordinaire qui a été dans la vie de Daniel Guénette et qui a été son ami et son confident aussi. Et c'est d'une beauté incroyable, c'est très émouvant, c'est très simple et en même temps, comment dire, on a presque l'impression de vivre et de faire revivre ce personnage qui était d'ailleurs aussi, cet ami-là, un écrivain aussi. Alors Daniel va nous en parler un peu et nous en lire un extrait. J'aimerais commencer en disant que je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous et que je suis heureux parce que c'est la fête de l'amitié et je commencerai en soulignant la présence, le travail admirable que fait notre ami ici, Louis-Philippe Hébert. C'est vraiment quelqu'un de chaleureux qui m'a fait sentir tout de suite très à l'aise dans sa maison et je tiens à lui remercier, je lui dois beaucoup. Alors c'est la fête de l'amitié, il sera question un peu plus tard évidemment de Fernand Ouellette. Encore une fois, c'est très émouvant avec Fernand. J'en parlerai peut-être un peu plus tard de Fernand, mais si je n'ai pas le temps d'en parler, je tiens tout de suite à dire que ce soir, et je crois que je ne suis pas le seul, j'ai l'âme à la tendresse. Nous avons l'âme à la tendresse parce que notre cher Fernand Ouellette est avec nous et c'est quelque chose de très rare. Et je crois que ce soir... évidemment, pour, encore une fois, citer une chanson, c'est à son tour de se faire dire, de se faire parler d'amour. Voilà. Alors ça, c'est notre cher Fernand Ouellette. Maintenant, notre cher Gérald Touga était un romancier. J'ai écrit pour lui La Châtaigneraie. Je vais vous en lire quelques vers. On m'a dit que j'avais droit à 5 minutes. Est-ce que ça veut dire un poème, ça, Louis-Philippe? J'avais le droit. Ah, j'ai le droit à plus. Alors, je vais lire... 3 poèmes, d'accord? D'abord, l'hiver. L'hiver,
un silence tout blanc règne autour de la maison de ferme. Des bâtiments anciens lui tiennent compagnie. Il n'abrite plus aucune bête. À l'abandon, des instruments aratoires rouillent et sans poussière. Dans un coin dort poussif un vieux tracteur, des chats pourchassent des fantômes. Lui ne s'aventure jamais seul dans la châtaigneraie, surtout pas en hiver, où ses pas maintenant sont incertains. Dans les premiers temps de son installation à la Grande Barbue, lorsqu'il levait les yeux de sa table de travail, déposant devant lui son stylo, il pouvait voir s'étendre parmi les cristaux de givre le bleu, le blanc des beaux jours, la neige poussée par le vent, sa lumière glissant parmi les châtaigniers. Je voudrais montrer cette châtaigneraie en fleurs, réentendre ta voix sous le couvert des arbres. Mais la châtaigneraie, sous la neige aujourd'hui, ne laisse monter vers nous qu'un silence de mort. Elle est en hiver une châtaigneraie triste et endeuillée. Deuils et vents froids frappent contre la vitre, derrière laquelle le temps s'est immobilisé. J'aimerais revoir cette châtaigneraie en fleurs, déambuler avec toi tout simplement. Ce serait une nouvelle promenade ultime, en tous points identique à la toute dernière. Je m'en souviens, tu ne voyais plus rien. Tu as cité le titre d'un recueil, La marche de l'aveugle sans son chien. Dans la châtaigneraie de Saint-Césaire, je vise à l'envers une amitié posthume. Je rebrousse chemin comme une pauvre errante, retrouvant de mémoire un très lent dialogue. Votre maison, ce jour-là, me paraissait complice. Par une manière de crêpe dont elle semblait vêtue, votre maison me paraissait complice du drame qui s'y jouerait à la fin de l'été. Et le dernier poème. Je disais le châtaignier. Il s'agissait plutôt de noyer. Je ne sais pourquoi, sans doute en raison d'un château que mon désir leur substituait, noyer suggérant une eau où survient la mort, étant la rouge et la Seine. J'ai fait de toi un châtelain, un seigneur parmi des arbres de haute noblesse. C'étaient des noyers, tournés en châtaigniers, des arbres que le citadin que je suis ne connaît pas vraiment. Or, il me fallait un décor, et je me suis conformé au tien, entièrement sauf sur ce point. Je n'ai donc pas tronqué du ciel immense la plaine à perte de vue, ni la rivière de Saint-Césaire. Des bâtiments de ferme, un jardin, t'accompagnent, si afférent, même encore aujourd'hui, sentant derrière son dos une présence. La fenêtre, celle de l'écriture, ton regard, alors baigné de lumière. Il y avait tellement d'or dans ton regard. Une admiration lorsque tu posais, en toute saison, les yeux sur tes noyers. Des pensées te traversaient l'esprit. Vers quelle œuvre profonde convergeaient-elles? Leur source étant celle de l'origine, coulant depuis ce lointain Manitoba, emporté dans tes valises, avec un mot que très souvent je t'ai entendu prononcer, celui de l'exil. Notre lieu étant rattaché toujours à nos arrachements. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel Guénet. C'est une lecture absolument incroyable et je vous invite à lire tout le reste du recueil. Il parle beaucoup, ce recueil, et il nous parle beaucoup. Il y a un auteur qui n'est pas ici ce soir,
il devrait y être 50 ans plus tard, c'est Claude Gauvreau. Mais on a un fier représentant de son œuvre et un chercheur qui a consacré beaucoup de temps à son œuvre. Et je veux parler de Thierry Bissonnette, dont je viens de terminer le livre Les cercles de feu. Et je vous invite à en faire la lecture aussi. On est dans un monde extraordinaire, là aussi, un monde absolument fantastique et extrêmement troublant. Alors, je vais demander à Thierry Bissonnette de venir nous parler du livre et peut-être nous lire un extrait de Gauvreau. Donc, merci beaucoup. Évidemment, j'ai égaré. On peut-tu monter le son? Oui, c'est une bonne idée, ça. Le son, c'est pour le Facebook Live. Il n'y a pas de haut-parleur ici, Ah, c'est ça qu'on malheureusement. entend. Alors, C'est pour vous immortaliser. Viens jusqu'à nous. Alors évidemment, j'ai égaré quelque part dans la librairie ma version annotée. J'avais mis des notes pour des remerciements. Donc je vais essayer de me souvenir de tout Je vais tenter de convenablement. Ouais, moi aussi. Je remercie quelques personnes. D'abord, je remercie vraiment l'éditeur Louis-Philippe Hébert pour sa clairvoyance, sa bienveillance, son flair, son intérêt et la manière dont j'ai vraiment compris l'importance de cette œuvre-là, une œuvre un peu maudite de Claude Gauvreau. Ah, voilà, parfait. Wow! Et mes notes ont disparu. J'allais dire que c'est une note aveugle. Les Entrailles de Claude Gauvreau est un livre qui est, de toute façon, qui est maudit entre toute son œuvre. C'est un livre qui est son premier, qui a été... on le relate là, dans la présentation. Il y a eu au moins 5 projets d'édition, dont 3 de son vivant. En 1949, il veut le faire à compte d'auteur. Ça ne fonctionne pas. On a relaté donc toute une correspondance autour des divers états maudits et avortés de cette œuvre-là, qui paraît seulement après sa mort dans les œuvres complètes. Sinon, de manière éparpillée, dans Refus global, dans La barre du jour, à d'autres endroits. Alors, on a finalement, grâce à Louis-Philippe, pu... donc presque 70 ans après l'écriture, plus de 70 ans après le début de l'écriture dans les années 40, donc pu donner une forme en français de façon autonome à ce livre-là, qui a souhaité à de plusieurs reprises voir de façon autonome, donc à l'extérieur même des œuvres complètes. Il y a même des disputes avec des éditeurs à ce propos-là. On voulait que ce soit exclure les œuvres qu'on allait publier des œuvres complètes, ce qui ne se pouvait pas. Donc André Goulet a eu des disputes avec ça là-dessus. Donc je ne relève pas toute cette histoire-là, mais je suis très content que finalement, selon le vœu de l'auteur, donc ce livre-là existe. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour redécouvrir ou pour découvrir Gauvreau. Moi, je l'ai même redécouvert à travers la transcription, le commentaire. Alors, je veux remercier aussi Madame Janine Carreau, donc, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, qui était la compagne de Pierre Gauvreau, et grâce à qui j'ai eu accès donc, à donc non seulement sa bienveillance, ses permissions, mais aussi à des documents d'archives, donc tout à fait époustouflants. J'aimerais remercier Ray Linwood aussi, qui lui a fait paraître The Entrails en 1981, donc à Toronto en 1981. On a réalisé le vœu de Gauvreau en anglais, gouverneur général, réédité en 91. Alors, par un drôle de hasard, là, je suis presque surpris que ça paraisse finalement aujourd'hui. Je veux remercier Ariel Bormans aussi. Je ne sais pas s'il est parmi nous. C'est le fils de Guy Bormans dont on a reproduit un dessin un peu obscène, donc qui représente Gauvreau, qui est reproduit pour la première fois ici. Je veux remercier... Page rose à la fin. Pour ceux qui veulent le voir en couleur, devront consulter le PDF. Je veux remercier aussi Hyacinthe Mungar, aussi aux archives, à la BANQ, qui a été d'une grande aide. Et puis, bon, finalement, je vais en oublier. Là. Pour faire court, pour respecter mon 5 minutes, donc, je mentionne qu'il y a quelques morceaux inédits, entre autres le discours de 1944 qui s'appelle « La joie ». Étrange pour Claude Gauvreau, mais c'est un texte assez optimiste.
et qui a lu au Jésus, au même endroit où il a lu à la nuit de la poésie, et avec lequel il a gagné le premier prix, donc d'un concours oratoire devant les Jésuites. Et c'est un texte qui a été le déclencheur pour, tout de suite après, hein, donc il a fait le discours en avril, puis en mars, pas en mars, mais en mai, il débute le premier texte des entrailles. Puis là, c'est là qu'il y a une salve d'inspiration jusqu'en 1946 qui l'amène à compléter les 26 objets. Alors, on a reproduit un facsimilé, donc les 3 pages du discours dactylographié par Claude Gauvreau. Et c'est un texte qui est assez intéressant à lire dans la lumière d'aujourd'hui, puis qui fait découvrir une autre facette de Gauvreau. Mais je veux vous lire un texte très bref, un objet dramatique qui n'est pas le plus connu, qui est à la page 148. Il n'y a pas de hasard, puisque c'est le 75e anniversaire de Refus Global en 1948. Alors, je vais vous lire un texte qui met en scène un orateur. Et on peut soupçonner que son expérience d'orateur, hein, avec beaucoup de succès, donc l'a incité donc, à faire ce personnage-là. Mais c'est un orateur qui est assez particulier, puis je le trouve très révélateur par rapport à Gauvreau lui-même. C'est quelqu'un qui veut s'adresser à la foule, mais qui est pris par une inspiration soudaine. Et il s'adresse à la foule, finalement, à tout le monde, mais dans un langage finalement un peu crypté. Alors moi, je vois beaucoup le Gauvreau qui veut s'adresser à tous, mais qui finit par s'adresser seulement à chacun. Pour moi, c'est une œuvre qui s'adresse vraiment à tout le monde, mais individuellement, à travers les époques. Mais c'est une œuvre qui n'est pas nécessairement consommable comme ça dans le présent. Alors, l'orateur, qui est le seul personnage de l'objet dramatique, nous parle du peuple et de chacun, du peuple de l'un. Alors il y a cette tension-là entre vouloir être avec les autres puis être reflué dans une sorte d'œuvre au futur antérieur, là, qui va avoir été le destin de Gauvreau depuis bien pas de son vivant, qu'on peut entendre aujourd'hui. Alors je me tais et je laisse parler Gauvreau. Nos peuples ont salué le safran assis sur une rise, à côté d'une rise. Les boulevards ont marché en zone synthétique, crachant les baigneuses ensoleillées comme une offrande stoïque. Pas à pas, et livre à livre, l'étroit respire cet anémié étreint d'un châle verdâtre. Peuples en un, je marche. J'attends la clé verdâtre. J'attends l'amulette qui prie. À côté des murs olympiens et ravinés où le mendiant roux et la charité d'églantine baignent dans la tristesse splendide, le vide vitreux longe l'insoupçonné. Le peuple en caravane sans l'entrecroisement voisin, le trépignement muet, vertical et monotone. Le seau comme une bouche qui bâille. À côté, il longe. À côté, le mythe d'une ouate assourdie écarte gentement, éclipse d'une oscillation feutrée et immobile l'ondulation perceptible. Tandis que la morne rigidité mange l'apôtre sans idiome perçu, les dents des peuples montrent leur blancheur altérée. Les peuples aux aguets sentent leurs compagnons invisibles, et dans la longitude l'impatience, la pressante tigrerie qui s'effile. Oh, le calme mouvement et la chair immatérielle frôlée. Et l'alchimie verdâtre pour nouer dans le sucre hermaphrodite le baiser aigre de délivrance. Peuples en un, je rêve. Mon errement aérien furette opiniâtrement la science de l'alliance, la magie des mondes morts qui se résignent au monde vivant. La science est le climat de l'interchange. J'accompagne le silence et la nuit, et sur l'oreille de mon compagnon furtif, ma lèvre paralysée emprisonne les mots de conviction. La pesée de l'alliage fondu double trébuche perturbée. Je côtoie l'amour. Nullement, nullement, nullement l'amour n'attend ma chaleur et ma complétion. L'enchevêtrement des obstacles en globe incarne ce terre. Le peuple grince et sue de la vapeur comme une poulie. Rideau. Parler d'émotion.
tout à l'heure. On est en pleine émotion et on est en pleine modernité aussi. Je voudrais profiter d'un petit peu de cette petite pause, si vous me permettez, pour remercier notre hôte, Bruno, et notre hôtesse, Fabienne, de nous avoir ouvert comme ça la librairie. Vous savez, c'est une vraie librairie, ça existe. On ne vend pas de jouets, on y vend des livres. Et on ne vend pas nécessairement non plus le dernier des best-sellers. On vend des livres qui sont là depuis un certain temps, une véritable librairie de fond. Alors, merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Fabienne. Je fais mes remerciements maintenant parce qu'à la fin, à un moment donné, il y a toujours une espèce d'anarchie. Et on ne réussit pas à avoir l'attention de tout le monde. Alors, je me dis, bon, mais faisons-le tout de suite. Ce sera fait. J'aimerais bien, moi, souligner aussi que Thierry nous arrive quand même d'un long voyage, plus précisément de Sudbury, et que Michel Laure, qui est l'auteur du Bain, lui nous arrive d'Orono, qui est pas loin de Toronto. Mais, à l'est de Toronto. Ah, quand même. Hein? Alors, à l'est, vers chez nous. Alors, on est bien. Alors, 800 habitants. Merci de vous être déplacé. Daniel Guénette, lui, nous vient de Ville-Saint-Laurent, un peu plus près. Et Fernand Ouellette nous vient aussi de Ville-Saint-Laurent. Mais non. Mais non, de Laval. De Laval. Ah, mon Dieu Seigneur. Franchement. Excusez-moi. Donc, de beaucoup plus loin, de l'autre île de Laval. Qu'est-ce que... Il est venu avec moi chez lui. Oui, je sais. Mais c'est loin tout ça. Ah, c'est très loin, c'est très... C'est un coin où je ne vais pas tellement souvent. Mais j'ai publié un excellent livre là-dessus, dont l'auteur est présente ici, l'autrice, devrais-je dire, Nancy Lange, qui nous a parlé justement de Laval. Mais on est ici pour Fernand Ouellette, entre autres, et pour ce recueil absolument magnifique, très sérieux. Vous savez, on fait un peu comme Shakespeare, c'est-à-dire qu'on fait un épisode comique, puis ensuite on tombe dans quelque chose de sérieux. Ça nous permet d'aller plus profondément. Et j'aimerais que Fernand vienne nous en parler un peu de ce magnifique livre. Oui, bravo. En premier lieu, je voudrais remercier Daniel Guénette. Daniel Guénette est le premier qui a lu ce manuscrit. Il m'a fait quelques remarques dont j'ai tenu compte, malgré l'âge que j'ai. Et c'est un livre pour moi nécessaire parce que c'est le deuxième livre consacré à ma femme. On était près de 60 ans ensemble. Et après sa mort, bon, je ne pensais pas de pouvoir continuer vraiment d'écrire. Et c'est arrivé comme ça, où tu n'es plus, je ne suis nulle part. Et ensuite, vers l'embellie. J'ai retrouvé un texte d'elle après 60 ans. Ma fille fait un travail sur mon journal et j'ai vu un texte qu'elle avait écrit après nos fiançailles. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai dit comment ça se fait qu'elle n'a pas écrit toute sa vie. Évidemment, elle n'a pas écrit, elle était liée à un écrivain, puis ensuite elle avait des enfants qui sont venus. Hein. Bon. Mais j'ai vu que c'est peut-être le plus beau mot d'amour que j'ai lu dans ma vie. J'aurais dû d'ailleurs l'apporter et vous le lire, mais je ne l'ai pas. Alors, c'est probablement la seule, même certainement la seule femme que j'ai aimée dans ma vie. Donc on était longtemps ensemble et ça m'a inspiré ce deuxième livre après sa mort, vers l'embellie, c'est-à-dire qu'on va vers la paix, on va vers enfin de la lumière sans doute. Alors, je vous lirai peut-être 2 poèmes, parce que je ne savais pas qu'on lisait ce soir.
Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, je vais lire le premier et le dernier. Autrement, je n'aurai pas le temps de trouver quelque chose dans tout ça. Alors, le poème Rencontre. Tu as franchi le large, là devant moi. Sur le champ, un astre m'a pris le cœur. Ton simple regard intense par la foudre m'a traversé. La fusion de nos destinées s'est accomplie dans l'émerveillement. C'était toi me rejoignant à jamais, c'était notre amour. C'est le premier, alors je vais vous lire le dernier. Que précisément, je vais dire à Daniel. Merci encore. Transfiguration. Maintenant, je fais œuvre de naissance. Ma vie, avec son envolée, se confie à l'attirance de l'invisible. Vrai Dieu des mémoires familiers, fasciné par le bruissement d'ailes des anges. Peu à peu la peine, le désir consomme les limites du le vivant. Toute pensée qui traverse la terre, en se liant aux oiseaux, en saisissant le large de la mer, il y a d'autres axes, d'autres visées. Voilà ma tâche urgente de transfiguration. Je vais enfin mourir pour vraiment vivre. Voilà. Et c'est Laval. C'est pas... Je viens me mettre en tête. On est passé par beaucoup d'émotions. J'aimerais demander à Pierre Ouellette, qui est parmi nous, qui a une bonne voix d'ailleurs, et je pense qu'il faut vraiment faire porter le texte. Je ne sais pas si vous avez pu apprécier la qualité du silence tout à l'heure, c'était vraiment superbe. Je pense qu'un poème se mesure à la fois à son texte, mais au silence qu'il commande. Et le texte les poèmes de Fernand Ouellette en sont une démonstration tout à fait évidente. Alors, tout de suite, Pierre Ouellette nous présente son livre et nous lit quelques extraits. À mon tour de remercier très chaleureusement Louis-Philippe pour l'accueil qu'il a fait à ce roman, qui n'est pas tout à fait un roman dans la mesure où ça ne se limite pas à un récit, une histoire avec des personnages. Il y a une langue qui tonitruit par moments et qui aussi parfois murmure, mais en tout cas une langue qui est toujours entre le bruit et le silence. Il y a aussi une pensée qui remonte un peu comme quelque chose qui émanerait des origines. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'enfance du monde. Ça pourrait être l'enfance de chacun d'entre nous, hein, comme il est question d'enfants, effectivement, de l'enfant que j'ai été d'abord, et celui des enfants de mon entourage dans les années 60-70. Mais c'est aussi l'enfance du verbe, l'enfance de la parole, hein, qui résonne encore jusqu'à nous, même si, après des millénaires, on sent une sorte d'essoufflement, une langue qui peut-être s'appauvrit, qui s'amincit, s'amaigrit, mais que j'ai essayé de faire parler malgré les bâillons qu'on tente de lui imposer. L'enfance du monde, c'est donc une série de déflagrations, de conflagrations, de Big Bang, qui ressemble drôlement, si on écoute le bruit qu'il fait, un Big Crunch, un effondrement aussi. Hein, la Genèse et l'Apocalypse s'écrivent un peu sur le même ton.
une sorte de tonnerre, de foudroiement. Et ce sont ces coups de foudre, ces coups d'éclat que vivent les jeunes personnages que je mets en scène dans l'enfance du monde et qui comparent un peu leur jeune vie à la naissance d'une galaxie, hein, avec ses accidents, son harmonie aussi, parce que le bruit est parfois, hein, comme dans certaines musiques, quelque chose qui sonne juste, hein, qui plaît à notre oreille. Hein, le cri de l'enfant, par exemple, peut nous être agréable, surtout au moment de la naissance. Donc c'est ces petits cris-là que j'explore tout au long de ce livre, jusqu'au grand âge. Il y a une sorte d'analogie que je fais entre le bas âge et le grand âge, dans la mesure où ces éclats de voix qui caractérisent chacun des moments, ce qu'on peut appeler le mûrissement et le mourissement, ces éclats-là de voix se retrouvent à toutes les pages du livre, et en particulier dans l'incipit que je vais vous lire, là, où c'est quelqu'un qui approche cette enfance-là, mais depuis les derniers instants de sa propre vie. Je n'avais pas le livre jusqu'à tout à l'heure, où j'ai pu l'admirer avec la très belle couverture de Christine, dont le titre est « Les mains du ciel », ou « La main du ciel », la main du ciel, qui s'accroche un peu à la lumière et aux nuages pour ne pas tomber sur terre et peut-être en dessous. Donc je la remercie beaucoup pour cette belle image qui donne un écho visuel au texte. On se tue à vivre, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu trop. On finit par se dire qu'on vit à se tuer, sans plus, et c'est déjà beaucoup. On expérimente sa mort, l'éprouve, l'approuve, la met à l'épreuve à chaque instant, lui fait des avances, même si elle recule, comme si elle avait peur de nous, qu'on l'apprivoise, la dompte, la soumette à nos quatre volontés, comme de mourir avant même qu'elle nous ait tués. On prend des détours dans un poème, un dessin, une prière, un cri, pour la rattraper au prochain tournant, la cerner, l'assiéger, mais elle nous déjoue, elle nous échappe, comme le crayon d'entre les doigts, le couteau d'entre les mains. On y va à grands pas, on croit qu'on y est, mais elle est loin, déjà. On l'appelle, elle ne répond pas. Elle nous appelle parfois, on ne répond pas plus. Un dialogue de sourds, où on tend l'oreille, on ne tend l'oreille qu'à son silence, elle à notre bruit, auquel elle ne comprend rien. On ne parle pas la même langue, bien qu'on dise la même chose, dans la même clé, sur le même ton, au même diapason. Qu'on ne souhaite qu'une chose, finir ensemble, à l'unisson. Un autre extrait très bref. Commencer par la fin. Remonter vers le point de départ de cette course à relais et à obstacles que représente une vie, où l'on se passe le témoin de l'enfant qu'on a été, à l'adolescent qu'on ne sera plus, pour le jeune homme qu'on sera devenu, avant d'être le vieillard qui ne pourra aller plus loin sans se retourner vers ses ancêtres, le nourrisson qu'il a été, le garçon qu'il n'est plus, l'homme mûr d'où il est venu, auquel il lui faudra revenir dans les pas qui lui restent à faire pour se rendre au-delà. Vers l'embellie, sans doute. Merci. C'est vraiment 5 livres absolument extraordinaires, avec des auteurs absolument extraordinaires. Vraiment, je suis très, très ému. Pourtant, j'étais dans la cuisine, je sais comment le plat s'est préparé. Mais vous savez, il y a un dicton en anglais qui dit « The proof is in the pudding ». Et je pense qu'il y a 2 endroits où c'est vrai, où la seule preuve qu'on a que ça fonctionne se trouve, c'est justement dans la cuisine et dans le livre. C'est là où la preuve est dans le livre. La preuve est dans le pudding. The proof is in the pudding. Voilà. Alors, tout ça pour faire une entrée en matière de Michel Laure, qui nous arrive d'Orono.
Près de Laval. Toujours, la problématique de la géographie a toujours été très très étrange pour moi. Alors, je vais demander à Michel de nous présenter son livre et je vais en profiter aussi pour vous remercier d'être là et d'avoir une si belle équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher éditeur. Je commencerai par une petite blague. Il y a quelques semaines, on s'écrivait et il m'écrit, au lieu de dire mon cher Michel, il dit mon chef. C'était plus ça, là, on s'écrit salut chef. Moi, c'est un petit C, lui, je lui donne une majuscule. Je ne m'attendais pas du tout à prononcer un discours, donc je n'ai rien préparé, mais tant mieux parce que lire un discours, ça ne m'intéresse pas. Et je vais lire un extrait tantôt de mon livre, le début. Peut-être pour vous dire que, bon, d'abord, je suis privilégié que Louis-Philippe Hébert ait d'abord fait paraître, il y a maintenant 2-3 ans, un livre de récit de ma vie. Je n'en revenais pas qu'il accepte. J'ai trouvé ça bon moi-même, mais je n'étais pas certain. J'ai trouvé ça bon. Et certains de mes amis ont bien aimé. Voilà. Ensuite, c'est mon 4e livre depuis 2020, en moins de 2 ans et demi, dont 2 autres parus chez La Grenouillère. Cela au terme d'une carrière, au bout d'une carrière, après une carrière devrais-je dire, parce que j'ai fait ma retraite en 2016 de l'Université de Toronto, où j'ai enseigné 23 ans. Après avoir fait beaucoup d'essais et d'études imbuvables et illisibles, pour lesquels enfin, j'ai eu très peu d'écho, mais à la retraite, je me suis dit, non, je vais changer, là, ça va faire, même si j'ai fini par faire un autre essai sur Anne Hébert, mais ça c'était l'aboutissement de 12 ans de recherche. Et voilà. Donc, je me suis dit, à la retraite, je vais commencer à faire de la fiction, enfin. Parce que depuis 40 ans, je fais des comptes rendus de recueils, de nouvelles. J'ai commencé par le fantastique et la science-fiction. C'était ma spécialité à Lettres québécoises. Pendant 10 ans, ensuite, je voulais élargir un peu la palette, inclure la science-fiction, mais parler d'un genre qui me plaisait beaucoup. Et à l'époque où on fondait la revue XYZ. Alors, j'ai écrit beaucoup de comptes rendus sur la nouvelle et je me demandais est-ce que je serais capable d'écrire des tout-faits ou des récits. Alors, je me suis mis à écrire ce petit roman après avoir écrit une vingtaine de brèves nouvelles. Et cette nouvelle-là, j'ai commencé comme ça. Moi, vous savez qu'il y a des écrivains qui sont comme Zola, accumulent la documentation, les fiches ici, là, ils écrivent des romans à 1000 pages. Beaucoup d'autres font comme moi, je ne sais pas comment toi tu fais, mais moi j'improvise. Je suis parti d'une phrase, je vais la lire tantôt, comme ça, un matin, sur l'ordinateur, et au fil des jours, j'ajoutais une page ou deux. Je ne savais pas du tout où j'allais, et ça a fini par faire, étonnamment, un tout très cohérent, je pense, dont je n'ai pas vu toute la cohérence, et Louis-Philippe a ajouté à la toute fin un petit paragraphe comme ça qui fait le lien entre différentes choses que je n'avais moi-même pas vues dans la trame criminelle, parce qu'il y a une trame amoureuse criminelle. Ça se passe dans les années 70, 71, 72. C'est de la fiction, mais il y a évidemment, je me suis relu 12 fois à peu près. J'ai bien vu qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. Je pense pas que je ne me considère pas vraiment comme un auteur parce que j'ai fait très peu de fiction, bien que par la force des choses, je dois l'être un peu, là, mais j'ai eu énormément de plaisir, en tout cas, à écrire ce petit roman. J'ai oublié, mon livre est enfoui sous une pile de linge, donc je vais me servir de cet exemplaire-là que je ne vais pas voler, que je vais remettre à sa place. Donc voilà. Je vais surveiller. Comment? Je vais surveiller. C'est ça. C'est mon beau-frère. Ça fait longtemps que vous surveillez. Il m'a toujours surveillé. C'est ça, mon beau-frère. Le bain. Alors, le bain,
je pensais à un bain. Alors, je me suis dit, je vais écrire quelque chose sur un jeune homme qui prend son bain. Mais c'est pas drôle. Loin de là. Non, je ne suis pas très comique. L'estomac crispé par la douleur, Philippe Bouvier ouvrit le robinet, laissa la baignoire s'emplir d'une eau chaude, presque brûlante, et se glissa dans l'eau, les larmes aux yeux. Son canif suisse à portée de main. Sa mère l'avait prévenu. « Tu laisses ce garçon ou je te jette dehors, espèce de dégénéré. » Pas tendre, la mère. Philippe se détestait depuis des années, se trouvant moche, sans goût pour les filles, avec qui pourtant il adorait être. Il n'avait Dieu que pour les garçons de son âge. À 16 ans, Philippe était le plus beau garçon de son école, grand, mince, athlétique, élégant, sans forfanterie. Toutes les filles en raffolaient, certains garçons aussi. Un surtout, son petit copain, son amoureux. Mais sa mère, une catholique de l'espèce la plus orthodoxe, soyons gentils pour nos mères, c'est pour ma mère du tout. Mais sa mère, une catholique de l'espèce la plus orthodoxe, avait fort mal réagi, excusez-moi de rire, aux aveux de son fils qui n'en pouvait plus de se cacher. Il avait décidé de s'affirmer, sachant très bien qu'au milieu des années 60, avouer son homosexualité n'était pas sans danger. De fait, sa mère, fermée à tout ce qui n'était pas strictement conforme aux enseignements de l'Église, engluée, sa mère comme elle l'était, dans le dogme inébranlable du péché de la chair, ne pouvait pas concevoir que son fils fût à ce point maudit. La Révolution tranquille ne l'avait pas encore atteinte, la pauvre. Elle ne se savait même pas auteur de ce crime contre l'humanité qui consiste à dénier à une personne le droit d'aimer qui elle veut. Endoctrinée à outrance, elle faisait la vie impossible à son fils. C'était pourtant après la Grande Noirceur. Duplessis étant mort en 1959, son union nationale avait mordu de la poussière l'année suivante, cette union de la désolation qui carburait à l'obscurantisme avec ferveur. Mais si la Révolution tranquille était passée par là, une partie de la société québécoise résistait au changement. Elle résiste toujours, je pense, toujours empêtrée dans les anciennes idées du ciel et de l'enfer, du péché et de la damnation éternelle. Certaines idées, certains dogmes ont la vie dure. Le perché original. J'ai deux chats perchés aussi. Alors voilà, l'espèce d'anarchie dont je parlais tout à l'heure est en train de se produire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici. Je m'en allais dire par cette tempête de neige, mais il ne faut pas exagérer. Quelques flocons. Et j'aimerais recéder à nouveau la parole à notre hôte, Bruno, qui va faire, comme on dit, qui va clore l'événement. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, Fabienne. Et voilà. Merci beaucoup à tous les auteurs. Merci beaucoup à l'éditeur. Voilà. Merci. Et à bientôt. Bruno le libraire. Ah, suivez-moi.